Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre webinaire. On va essayer de commencer à l'heure parce qu'il est copieux, il sera copieux notre webinaire. Avant de donner la parole aux orateurs, simplement vous rappeler le programme. Donc mon nom est Alain Piette, je suis agronome européen ici au SPF Emploi, dans la DG Humanisation du Travail. Et puis après, Lorraine Thiel, qui est de la UVAC et Leuven, se présentera. Et c'est elle qui va faire le gros du travail, donc le gros de la présentation, en vous présentant les résultats de l'analyse de l'enquête conditions de travail en Belgique, qui s'est déroulée en 2021 avec la collaboration d'Eurofound. Voilà, donc avant de donner la parole à Lorraine, une petite introduction de quelques minutes par rapport à ça. Donc, les conditions de travail, c'est important de les suivre, d'avoir des enquêtes pour voir un petit peu l'état des lieux par rapport aux conditions de travail en Belgique. Alors, nous, on est associé avec Eurofound depuis 2010, déjà au SPF Emploi, donc on donne un budget à Eurofound pour augmenter l'échantillon, que ce soit en 2010, 2015, 2020, et avec le Covid, c'est reporté en 2021. Et donc ici, vous allez avoir une analyse et un bilan, une synthèse des résultats sur les conditions de travail récoltés par Eurofound pour la Belgique en 2021. Alors, il y a déjà eu une demi-journée d'études le 4 avril 2023. Il y a eu un communiqué de presse. Vous avez sur Média le lien direct avec les rapports des chercheurs, la synthèse et le rapport des chercheurs avec tous les résultats. Ici, vous allez avoir un résumé du résumé quelque part, parce que déjà le 4 avril, les chercheurs ont résumé leurs résultats de leur rapport. Et ici, on va faire une synthèse d'une heure par rapport à ça. Et je vous encourage à consulter nos sites web, les rapports, et également les DIA du 4 avril. Donc, si vous retournez sur le site événement à la date du 4 avril, vous pouvez télécharger tous les DIA qui sont peut-être plus détaillés que celles qui vont être présentées aujourd'hui, puisqu'on a un temps limité de 1 heure. Alors, j'ai envie de remercier les chercheurs pour l'excellence de leur travail et la qualité de leur travail. Donc ici, j'ai repris les noms de différentes personnes. C'était impossible en 1 heure de pouvoir reprendre tous ces orateurs. Donc c'est Lorraine qui a accepté de synthétiser les résultats des différents chapitres du rapport et des différents travaux faits par les différentes équipes de recherche. Donc, il y a 4-5 universités qui ont participé à l'analyse des données. Donc, c'est vraiment quelque chose de qualité. Et je tiens encore à leur dire merci. Alors, vous allez avoir des chiffres, des indicateurs par rapport à ça. Pourquoi c'est important, ces indicateurs? Parce qu'on va avoir des indicateurs sur la santé des travailleurs, notamment sur les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Et on a l'évolution depuis 3 enquêtes, 2010, 2015, 2021. Je ne vais pas vous présenter ces chiffres, je ne vais pas les détailler. Vous allez voir ça avec Lorraine par après. On a également des indicateurs sur les contraintes de travail. Je prends l'exemple ici des facteurs biomécaniques, savoir qui est exposé à quoi. Via l'enquête, on a des chiffres de pourcentage de travailleurs exposés à des contraintes physiques. Et actuellement, quand on est exposé à des contraintes, on a des dommages, mais des ressources permettent d'atténuer ces dommages, permettent d'éviter ces dommages. Et donc, on parle de ressources. Il y a également des indicateurs sur les ressources. C'est ça qu'on va vous présenter. C'est ça que permet de faire l'enquête conditions de travail. C'est d'avoir une image de tous ces indicateurs pour les conditions de travail. Alors, ces indicateurs, on peut les décliner en fonction du sexe, du genre, hommes et femmes, en fonction des tranches d'âge, en fonction du secteur d'activité. D'accord? Donc, c'est assez riche comme données. C'est pour ça que nous, on participe financièrement à Eurofound pour augmenter l'échantillon belge de manière à pouvoir avoir suffisamment de données pour aller dans le détail dans les secteurs d'activité, par exemple. Ça, c'est pour l'enquête européenne conditions de travail. Juste 2 mots sur un autre projet. Donc, toutes ces données sur les conditions de travail qui sont récoltées par Eurofound, il y a également d'autres sources de données sur les dommages, sur l'absentéisme, sur l'exposition professionnelle via les services d'excellence de prévention. Et donc, on a un projet de 4 ans qui est financé par l'Europe et qui est mené par mon équipe directe, donc on est 4 personnes, et qui a pour objectif de rassembler toutes les données disponibles en Belgique sur les conditions de travail sur un seul site web. Et ça sera publié en avril 2024, s'il n'y a pas de retard. Donc voilà. Donc forcément, l'enquête conditions de travail Eurofound sera repris, les indicateurs seront repris, mais il y aura d'autres indicateurs de d'autres enquêtes et également des données de l'INAMI, par exemple, de COPREF et d'autres organismes qui seront repris et qui seront mis là. Et donc, vous aurez une image encore plus globale et plus complète avec de nombreux indicateurs sur les conditions de travail en Belgique. Voilà maintenant par rapport à ce que je voulais vous dire. Donc, je vais passer la parole maintenant à Lorraine, qui va se présenter. Je ne sais pas si tu veux que je te présente, Lorraine, mais je crois que c'est mieux que tu le fasses toi-même, qui est une chercheuse de l'IVAC et Leuven, et que je salue le travail de coordination et le travail scientifique. Voilà. Je te passe la parole, Lorraine, et j'arrête de partager mon écran. Merci beaucoup pour cette introduction et cette présentation. Et
effectivement, donc je vais me présenter. Donc, je suis Lorraine Thiel, je suis chercheuse à IVAD, un institut de recherche qui appartient à la KU Leuven. Je suis économiste de formation et effectivement, avec plusieurs de mes collègues, j'étais pas seule, hein, on a travaillé l'année dernière en collaboration avec Alain, avec qui ça s'est très bien passé également de notre côté, sur la qualité de l'emploi et du travail en Belgique en 2021. Donc, c'est un travail qu'on avait déjà fait auparavant sur une base de données précédente. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'analyse pour les données 2021. Et vous allez voir pendant ma présentation, parfois je vais parler de la vague de 2015, c'est-à-dire l'étude qu'on avait également effectuée à IVA pour la fois précédente. Donc, la qualité de l'emploi et du travail, on l'a fait à partir des bases de données présentées par Alain juste avant, données par Eurofond. Effectivement, les données devaient être publiées en 2020, elles ont été finalement publiées en 2021, et je vais y revenir dessus dans le premier chapitre. Le fait qu'il y ait eu le Covid, ça a changé pas mal de choses dans les données, et je vais vous présenter ça rapidement. Donc, le rapport, effectivement, c'est un très grand rapport de moins de 200, plusieurs pages. Il y a également un résumé qui existe en format en mini-rapport, un condensé, si vous voulez, des principaux résultats. Et comme on vous l'a rappelé juste avant, il y a également déjà des présentations et des PowerPoint qui avaient été présentés avant l'été. Donc, ça va être difficile de résumer ce rapport très riche et très complet en une seule heure. C'est pour ça que vous allez voir sur ces slides, il y aura souvent pas mal d'informations, parfois des graphiques que je ne vais pas commenter en détail puisqu'on n'aura pas le temps. Il y a 9 chapitres à présenter. Mais au moins, vous aurez l'information sur les diapos si vous voulez y revenir plus tard. Et surtout, vous pouvez de toute façon m'écrire un mail. J'ai présenté mon mail à la fin de la présentation si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de détails ou l'accès à des données, par exemple. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Le premier chapitre, donner en fait le cadre conceptuel, présenter les données, et je vais passer un petit peu de temps dessus parce que c'est important pour comprendre toute la suite du rapport et revenir rapidement sur les méthodologies utilisées. Alors, étant donné qu'on n'a qu'une heure, je ne vais pas à chaque fois rentrer dans toutes les méthodologies qui ont été utilisées pour les 9 chapitres. Ça n'aurait pas de sens. Si vous êtes vraiment intéressé par les méthodes économétriques, tout est présenté dans le rapport complet. On s'intéresse du coup dans cette étude aux caractéristiques de l'emploi et du travail dans 3 grands domaines, je vais revenir dessus après, le travail, l'emploi et les relations de travail qui peuvent avoir différents salariés et personnes. À partir de ces caractéristiques de l'emploi et du travail que je vais présenter juste après, on obtient des caractéristiques. Il y a également un filtre, à savoir des caractéristiques personnelles, donc des préférences individuelles, les aspirations de chacun par rapport à sa vie, par rapport à son travail, et un contexte démographique, l'âge, le sexe, etc. Ces 2 choses, les caractéristiques de l'emploi et les caractéristiques personnelles des personnes, vont avoir 2 types de conséquences, des conséquences directes sur la situation physique, psychologique, sociale de la personne, et également des conséquences indirectes sur les conséquences professionnelles et les conséquences personnelles. Donc, c'est à partir de ce cadre conceptuel qu'on a, si vous voulez, c'est le fil rouge du cadre méthodologique de tout le rapport. On regarde les caractéristiques de l'emploi et du travail, en incluant bien sûr les caractéristiques personnelles des personnes, et on regarde dans la plupart des chapitres différentes conséquences directes et indirectes. Les données. Donc, les données viennent de l'enquête européenne sur les conditions de travail de 2021, qui sont fournies par Eurofond. C'est une base de données qui existe, des données qui sont récoltées depuis les années 90 et qui permettent d'évaluer et de quantifier tout un tas de caractéristiques de l'emploi et des relations de travail dans les différents États membres de l'Union européenne. La prochaine vague est prévue pour 2024. On a vraiment des dizaines et des dizaines de questions sur des sujets assez variés, comme le contenu de l'emploi, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, le temps de travail, la situation de travail, l'aspect lié à la santé et la sécurité des travailleurs et des travailleuses. Comme Alain l'a rappelé juste avant, l'enquête européenne, elle est suivie et soutenue par le service public fédéral emploi, travail et concertation sociale.
On avait en 2021 à peu près 4200 répondants et répondantes. Pour l'édition 2021, donc il n'y a pas que pour la Belgique, il y a pour 36 pays européens. Étant donné qu'il y a eu en 2020 la pandémie de Covid-19, ça a bouleversé, si vous voulez, la façon dont les données ont été récoltées. Ils ont mis en place du coup une enquête extraordinaire. D'habitude, on appelle toujours IWCS, si vous voulez, la table de la base de données. Là maintenant, il y a un T qui s'est rajouté. IWCS, pourquoi? Puisque pour la première fois, l'enquête a été faite par téléphone. Normalement, c'était des entretiens en face à face. Étant donné les restrictions qu'il y avait à l'époque, ils ont décidé du coup pour cette enquête de le faire par téléphone. Et ça a eu plusieurs conséquences. Quand on a quelqu'un en face à face, on peut prendre peut-être plus le temps d'aborder certaines questions, reposer des questions. Au téléphone, c'est beaucoup moins le cas. Il faut aussi que ce soit beaucoup plus court, parce que si on a une personne pendant 40 minutes au téléphone, l'entretien va être beaucoup trop long. Donc, il y a deux choses qui ont été faites pour avoir un entretien téléphonique beaucoup plus long, qui se résume environ à 20 minutes. Premièrement, certaines questions ont été supprimées. Donc, il y a à peu près une vingtaine de questions qui ont été supprimées et ça va avoir des conséquences sur notre rapport, puisque par rapport à ce qu'on voulait faire initialement, pour pouvoir comparer avec les études des années précédentes, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire. Je vais présenter de temps en temps dans le rapport, pendant la présentation, ce qu'on voulait faire, ce qu'on n'a pas pu faire. Donc, non seulement on a supprimé des questions, mais en plus, le questionnaire a été modulé, c'est-à-dire que toutes les questions n'ont pas été posées à tout le monde. Alors, pourquoi c'est un problème? C'est un problème puisque quand on veut analyser un petit peu les réponses, aller plus finement dans les réponses, il y a de moins en moins de répondants et de répondantes. Donc, on ne peut pas avoir des groupes, si vous voulez, par profession ou par classe d'âge s'il y a de moins en moins de répondants. Donc, tout ça pour vous dire que ces changements méthodologiques, le fait de passer par téléphone, ça complique fortement les comparaisons avec l'édition de 2015 qu'on avait fait précédemment. Et ça nous donne moins de possibilités de pouvoir analyser les tendances qui existent parfois depuis les début des années 2000. On a, dans la mesure du possible, cherché à le faire quand même, à montrer des analyses, mais il faut garder en tête qu'il y a ces limitations-là au niveau de la méthodologie. Donc, le chapitre 2, si vous voulez, c'est le premier chapitre avec l'analyse des données, avec du contenu. Et pour pouvoir avoir un aperçu assez global de la qualité de l'emploi et du travail, dans ce chapitre, on va présenter différentes variables, différentes caractéristiques de l'emploi et du travail pour la Belgique. Et dans le rapport, vous verrez, on les a détaillés par âge, par sexe, par secteur, etc. Donc, ce chapitre 2, c'est donc un grand regard descriptif sur la qualité de l'emploi et du travail pour les travailleurs belges. On s'intéresse aux salariés belges principalement dans ce chapitre et dans une moindre mesure aux indépendants et indépendantes belges. Dans une moindre mesure, pourquoi? Puisqu'on a beaucoup moins de données. Donc, on a à peu près 3733 salariés, alors qu'on a moins de 500 travailleurs et travailleuses indépendantes en 2021. À partir de cette description de plusieurs variables, on donne une estimation du bien-être psychologique et de la santé de ces travailleurs et de ces travailleuses. Et on essaye, dans la mesure du possible, de faire des comparaisons avec ce qu'on avait trouvé en 2015 pour différents groupes. Donc, je vous rappelais en toute introduction qu'on s'intéressait à la dimension de la qualité de l'emploi et du travail avec trois dimensions. Il y a la dimension travail, la dimension emploi et la dimension relations sociales. Donc, qu'est-ce qu'on entend, nous, ici, par la dimension travail? C'est tout ce qui se rapporte à l'autonomie au travail, le fait d'être exposé à certains risques et le lieu de travail. Donc, vous voyez toute une série ici de variables qui ont été étudiées pour 2015 et pour 2021. Et on vous donne à chaque fois l'évolution entre les deux périodes. Donc, si on s'intéresse à l'autonomie, malheureusement, il y a eu un changement dans la formulation de la question et on n'a pas pu vraiment comparer 2015 et 2021. Donc, vous avez du coup ce qu'on appelle un score de 0 à 100. Toutes les questions ont été recalibrées sur cette échelle-là, de 0 à 100, pour pouvoir comparer les différentes questions entre elles et pouvoir les comparer dans le temps.
Donc, généralement, un score plus élevé, ça veut dire une meilleure position pour une meilleure situation pour le travailleur ou pour la travailleuse. Il y a des exceptions, par exemple pour les risques, des scores plus élevés pour le risque, ça veut dire beaucoup plus de risques. Quand on s'intéresse du coup à l'évolution générale de cette dimension travail, ce qu'on regarde, c'est qu'il y a une évolution plutôt négative entre 2015 et 2021. Quand on regarde tous les risques qu'on a étudiés sur cette période, par exemple, le fait d'être dans son travail soumis à des positions qui sont fatigantes, de devoir soulever des personnes ou des charges lourdes, avoir des mouvements répétitifs, etc., etc., on voit que ce score augmente de 2015 à 2021. L'autre dimension de cette dimension de travail, c'est le lieu de travail. On observe du coup entre 2015 et 2021 un changement du lieu de travail et on n'était pas tellement étonné par ce résultat étant donné que si on regarde les résultats, on voit qu'il y a beaucoup moins de personnes qui travaillent dans les locaux de leur employeur et beaucoup plus de personnes qui travaillent à domicile. Donc c'est ici un effet direct de la pandémie avec l'augmentation du télétravail qui était parfois obligatoire dans les secteurs où bien sûr c'était possible. La dimension emploi, donc se concentre ici beaucoup plus sur les caractéristiques du contrat de travail, si vous voulez. Le fait aussi d'avoir droit à de la formation et quel type de travail on fait, travail de jour, travail de nuit. Donc c'est également un score de 0 à 100, tout a été sur la même échelle. Et ce qu'on observe en règle générale pour la dimension emploi en Belgique en 2021, c'est une évolution généralement positive, avec une augmentation des contrats permanents et des opportunités de carrière pour les travailleurs, et un changement de la nature des formations qui sont reçues, à savoir un petit peu moins de formations payées par nous. La troisième dimension, c'est la dimension relation de travail. Donc, c'est la dernière dimension de ces trois dimensions qu'on observe pour les conditions de l'emploi et du travail, et c'est tout ce qui se rapporte ici aux relations avec les autres personnes dans votre emploi. Donc, est-ce qu'on peut participer? Est-ce qu'on a des syndicats? Est-ce qu'on est représenté? Est-ce qu'on participe à fixer nos objectifs avec nos employeurs? Est-ce que aussi il y a des relations qui sont néfastes sur le travail sur votre lieu de travail avec d'autres salariés ou vos managers ou d'autres personnes comme les clients ou les parents d'élèves, etc. Et donc ça, c'est tout ce qu'on a appelé l'intimidation ou le harcèlement au travail. Donc les relations de travail, ça englobe tout ça. Et ce qu'on observe entre 2015 et 2021, c'est une évolution généralement positive avec une augmentation de la participation et une nette augmentation de la représentation, notamment via les syndicats ou par des réunions fixes qu'il y avait toutes les semaines. En période de pandémie, on peut aussi penser que la représentation du personnel était peut-être parfois plus active dans certains secteurs que dans le passé. Par contre, on observe une augmentation importante de l'intimidation et du harcèlement au travail. Donc vous avez ici intimidation et harcèlement moral qui était bas, mais qui est quand même passé de 3 à 9, toujours sur une échelle de 0 à 100. Donc il y a quand même triplé sur cette période-là. Pour les autres types d'intimidation, les menaces, etc., c'est plutôt stable. Enfin, dans les relations au travail, il y a également comment on est soutenu par son manager ou par ses collègues. En règle générale, c'est assez stable et ça augmente légèrement. À partir de cette image très descriptive de ces trois dimensions, on a essayé de regarder également aussi de manière descriptive, on ne fait pas d'analyse de causes et de conséquences ici, mais quel effet ça pouvait avoir sur le bien-être psychologique et la santé des salariés. Toujours le même principe, une échelle de 0 à 100. Et ici, on a plusieurs variables, plusieurs caractéristiques qui ont été utilisées. Notamment la satisfaction au travail et le présentéisme. Donc le présentéisme, c'est le fait d'aller travailler quand on est malade. C'est pas le fait d'être présent tous les jours, etc. C'est juste pour être assez clair sur ce point. On observe la satisfaction de travail qui est stable entre 2015 et 2021. Alors que le présentéisme, lui, baisse. On peut comprendre ça si on se remet dans le contexte de la pandémie de Covid-19, où effectivement, à la moindre contamination ou test positif, les personnes ne venaient pas travailler.
L'insécurité de l'emploi, on aura du coup un chapitre qui sera dédié à ça un petit peu plus tard. Je reviendrai du coup un peu plus en détail là-dessus. Ce qu'on peut rapidement dire, c'est que l'insécurité au travail a baissé entre 2015 et 2021. Les toutes dernières questions concernant le bien-être psychologique et la santé des salariés sont basées sur différentes questions sur comment on se sent au travail. Donc, est-ce qu'on se sent bien, ou en règle générale dans la vie? Est-ce qu'on se sent calme? Est-ce qu'on se sent plein d'énergie? Est-ce qu'on se sent frais? Est-ce que notre vie quotidienne est intéressante? Ça, en règle générale, entre 2015 et 2021, ça a plutôt baissé. On a une diminution de sentiment de se sentir bien, de se sentir calme, plein d'énergie. Et enfin, on aura également un autre chapitre qui est dédié à ces questions-là, à savoir l'épuisement physique et l'épuisement moral. On n'a pas pu comparer avec 2015 puisqu'il y a eu des changements dans la question, mais je vais revenir dessus sur un chapitre plus tard. Et enfin, l'impact négatif du travail sur la santé, il a légèrement augmenté entre 2015 et 2021. Voilà, donc c'est le premier grand regard descriptif sur quel était en 2021 et en comparant avec 2015 l'état des lieux des conditions de travail et d'emploi en Belgique. Le chapitre suivant, on a essayé d'observer si on pouvait avoir des types d'emplois, des catégories d'emplois et de travailleurs en fonction des différentes conditions d'emploi et de travail. Donc, autant le premier était très, très descriptif, avec beaucoup, à peu près une quarantaine d'indicateurs et de variables qu'on a étudiés. L'idée dans cet autre chapitre, c'est d'aborder la qualité de l'emploi et du travail d'une manière un peu plus globale, un peu plus générale, en cherchant à former un certain nombre de profils d'emploi qui vont combiner des caractéristiques d'emploi et de travail similaires. Donc, on va avoir, je vais vous présenter, différents groupes avec une qualité plus ou moins bonne, plus ou moins mauvaise. On a fait ça grâce à une analyse de profil latent et je vous laisserai analyser la méthodologie en détail si vous voulez directement dans le rapport. L'idée, c'était du coup d'estimer la qualité générale de ces différents types d'emplois et de pouvoir comparer les types d'emplois par rapport à leur bien-être psychologique et en santé. Est-ce que, par exemple, systématiquement, quand on a un travail de mauvaise qualité, on se sent aussi nous-mêmes physiquement ou psychologiquement moins bien? Ça, c'était l'objectif de ce chapitre 4. Je vais vous présenter du coup rapidement les différents groupes qui sont ressortis de notre analyse de profil latent. Le premier groupe, le groupe A, c'est le travail de bonne qualité. C'est là où on trouve le plus d'autonomie dans les méthodes de travail. C'est là où on est exposé au moins de risques. On a des belles opportunités pour travailler à domicile. Une grande part des salariés qui sont à temps plein et qui sont en CDI et qui travaillent dans un contexte social avec les collègues, avec les managers, relativement agréable, où ils se sentent soutenus, avec moyennement assez peu de travail de nuit. Quand on regarde dans notre échantillon de à peu près 4000 personnes, combien en Belgique, ce groupe représente combien de personnes à peu près en Belgique, on se rend compte qu'il représente à peu près 38% de tous les salariés en 2021. C'est donc à peu près 40% de tous les salariés qui sont dans un contexte assez positif et agréable dans leur travail. Le deuxième groupe, le groupe D, c'est ce qu'on va appeler le travail équilibré. C'est-à-dire qu'il y a des choses relativement positives encore, à savoir un grand degré d'autonomie dans les méthodes de travail, souvent à temps plein, en CDI, un climat social qui reste agréable, mais aussi un peu plus de risques et un travail de nuit un petit peu plus élevé. Donc c'est relativement équilibré dans le sens où c'est pas complètement très très positif ou complètement très très négatif. Ça représente environ 18% des salariés belges en 2021. Le troisième groupe, qu'on a appelé travail à faible autonomie dans les méthodes de travail, comme son nom l'indique, c'est un groupe où particulièrement le niveau d'autonomie dans les tâches était vraiment très faible. On trouve ici des personnes qui sont moins souvent en CDI, le temps plein reste assez faible, le climat social est légèrement moins agréable que dans les deux groupes qu'on a cités précédemment. On observe ici un soutien peu élevé de la part des collègues, mais on est confronté à peu de risques. Le travail de nuit assez faible,
Et on a ici de faibles possibilités de travailler à domicile. Donc, c'est ici le groupe avec les plus faibles autonomies, c'est environ 20% des salariés belges en 2021. Et le dernier groupe D, c'est ce qu'on a appelé le groupe de travail de mauvaise qualité. Quand on regarde toutes les caractéristiques qu'on a utilisées dans le chapitre d'avant, au niveau du travail et de l'emploi, on observe que pour ces personnes-là, il y a très très peu de caractéristiques qui sont favorables. On a une forte exposition à des risques. Donc par rapport à soulever des personnes, être exposé à des produits chimiques, etc., on a un score très 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 élevé. C'est ici qu'on trouve la plus forte proportion de salariés à temps partiel, peu de soutien de la part des collègues, et l'autonomie est assez faible. Donc c'est pour ça que vraiment, dans quasiment toutes les caractéristiques, on trouve quelque chose de mauvaise qualité. Ça représente néanmoins près d'un quart des salariés en Belgique en 2021. On a essayé, du coup, à partir de toutes ces caractéristiques, de vérifier l'évolution entre 2015 et 2021. Donc, on a repris exactement les mêmes variables, les mêmes questions dans les deux questionnaires, et on a essayé de calculer les différents groupes pour ces 2 années-là. Ce qu'on observe, c'est qu'en règle générale, il y a une augmentation du pourcentage de personnes qui se trouvent dans des travails de bonne qualité ou de travail équilibré, avec une forte baisse du travail à faible autonomie, avec néanmoins une légère augmentation du travail de mauvaise qualité. Et l'image générale, c'est quand même vers une augmentation de la part des personnes qui appartiennent à des groupes où le travail est soit équilibré, soit de bonne qualité. La conclusion de ce chapitre, c'est qu'on observe une certaine amélioration de la qualité du travail, comme je le disais précédemment, par rapport à 2015. On a une augmentation des types favorables, donc de très bonne qualité, de travail équilibré, et une forte diminution du travail de mauvaise qualité. Cependant, les 4 types d'emplois que nous trouvons sont calculés sur un nombre de caractéristiques assez limité, comparé aux analyses qu'on avait pu faire dans le passé. Étant donné qu'on a choisi ici de retenir seulement les caractéristiques où on avait le plus grand nombre de répondants. Rappelez-vous, je vous ai rappelé que le questionnaire cette année avait été modulé, tout le monde ne répondait pas à toutes les mêmes questions. Donc on a pris l'échantillon où il y avait le plus de personnes qui avaient répondu. Donc ça a fortement limité l'analyse qu'on a faite. En 2024, si on refait exactement le même travail, on pourra avoir des résultats différents, on verra, puisqu'on aura des nombres de variables qui sera différents. Par rapport à la qualité, l'amélioration de la qualité de l'emploi et du travail, on a essayé de regarder à la fin de ce chapitre s'il y avait une corrélation entre le fait d'être dans un travail, dans un groupe où la qualité est bonne, et le fait de se sentir bien, le fait d'avoir un bien-être psychologique et une meilleure santé. Ce qu'on trouve de manière assez intéressante, c'est que ce n'est pas parfaitement corrélé. C'est-à-dire que pour les 2 groupes les plus à l'opposé, c'est-à-dire le travail de bonne qualité et le travail de mauvaise qualité, on trouve une corrélation assez logique. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent qui sont dans un travail de mauvaise qualité, généralement, en règle générale, ont un bien-être psychologique moins élevé et une moins bonne santé. Au contraire, ceux qui sont dans un travail de bonne qualité, à l'inverse, ont un bien-être psychologique qui est meilleur et une meilleure santé. Par contre, pour les 2 groupes au milieu, on obtient, notamment pour le travail à faible autonomie, des résultats qui sont parfois un petit peu différents. C'est-à-dire que le fait d'avoir moins d'autonomie, ça met également moins de stress pour les personnes. Et donc, même si elles ont un travail qui, sur le papier, paraît de moins bonne qualité, le fait d'avoir moins d'autonomie, mais également moins de stress, peut faire qu'elles se sentent en bien-être psychologique assez élevé, relativement assez élevé. Voilà, donc ça, c'était les 2 premiers chapitres pour poser une image assez globale, très, très descriptive de la qualité, en règle générale, du travail et de l'emploi en Belgique. Avec ce chapitre-ci, le chapitre 3, on compare depuis 1995 jusqu'à 2021, toujours sur la même base de données des conditions de travail, l'évolution de la composition des tâches pour les travailleurs belges. Donc là, on rentre un petit peu dans le détail.
Les objectifs de ce travail, de ce chapitre, c'était d'examiner la composition des tâches des travailleurs et des travailleuses belges depuis les 25 dernières années. Donc, est-ce que les tâches varient selon les travailleurs ou les travailleuses? Est-ce qu'elles ont évolué dans le temps depuis les années 90? Et est-ce qu'elles peuvent être attribuées à des modifications au sein de la même profession? Est-ce qu'au sein de la même profession, on fait des tâches qui sont différentes depuis 25 ans? Ou est-ce qu'en fait, on a différents types de professions qui ont évolué par elles-mêmes? On utilise bien sûr les données avec les variables qui sont comparables depuis les années 90. Donc, quand je vous parle des tâches, dans ce chapitre, on a différents types de tâches. On a les tâches physiques, donc la manipulation physique de choses matérielles qui demandent force et dextérité. On a des tâches intellectuelles. Ici, c'est plutôt résoudre des problèmes complexes, traiter des informations, manipuler des chiffres, etc., etc. Résoudre des problèmes qui peuvent être complexes, résoudre des informations, collecter des informations. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les tâches intellectuelles, à l'inverse des tâches physiques. Et il y a également un troisième type de tâches, à savoir les tâches sociales. Ici, l'objectif, c'est l'interaction avec d'autres personnes. Donc, c'est servir, assister des personnes, enseigner, former, gérer, vendre, influencer les autres. Donc, voilà les trois grands types de tâches qui ont été utilisés dans ce chapitre pour pouvoir construire des index des tâches. Donc, voir est-ce que c'est plutôt les tâches physiques, les tâches intellectuelles ou les tâches sociales qui ont été utilisées. On a donc construit un index qui va de 0 à 100, qui montre du coup l'intensité avec laquelle la tâche est exécutée dans telle ou telle profession, dans tel ou tel secteur. En plus des différents types de tâches, on a regardé différents types de méthodes et d'outils qui sont utilisés sur le lieu de travail. Est-ce qu'on a une certaine autonomie au niveau des méthodes de travail? Est-ce qu'on travaille en équipe ou pas? Et au niveau des outils de travail, est-ce qu'on travaille plutôt avec des machines ou est-ce qu'on travaille avec des technologies de l'information et de la communication? Donc voilà, à partir de ça, on va essayer de voir l'évolution depuis les années 90. Et la conclusion qu'on a de ce chapitre, c'est que pour les tâches physiques routinières et l'utilisation des machines, on retrouve ça surtout chez les cols bleus. Alors que pour les tâches intellectuelles et l'utilisation des technologies, on retrouve ça toujours chez les cols gris. On retrouve ça plutôt chez les cols blancs. Donc, ce n'est pas un résultat très novateur, c'est juste qu'on retrouve bien avec les données l'utilisation de ce type de tâches, l'utilisation de ces machines ou de ces technologies selon qu'on ait un travail plutôt col bleu ou plutôt col blanc. Au niveau des tâches intellectuelles, l'indice des tâches montre que la technologie dans les tâches intellectuelles sont plutôt en croissance dans les professions, alors que les tâches physiques sont plutôt en baisse. On a aussi l'utilisation des machines qui sont plus importantes dans les professions en déclin, comparé à l'utilisation des technologies et des nouvelles technologies et des ordinateurs. Comment les tâches ont évolué dans le temps? Donc, on a une très forte augmentation de l'utilisation des ordinateurs entre 1995 et 2021. Ce n'est pas non plus une nouvelle extraordinaire, mais ce qui est intéressant de montrer, c'est que cette augmentation d'utilisation des ordinateurs, que ce soit pour l'école bleue ou l'école blanc, mais ça s'est particulièrement accéléré entre 2015 et 2021. Il faudra voir où ça en est en 2024, étant donné que l'utilisation, notamment en 2021, pour certains secteurs, de l'ordinateur a été obligatoire avec la pandémie de Covid-19. Donc, ça a pu un petit peu faire une augmentation très, très, très rapide pour les dernières années. On verra s'il y a une augmentation tout aussi rapide pour la prochaine vague ou pas. L'utilisation des machines a diminué alors que les tâches routinières elles sont devenues plus importantes. Et il n'y a pas de changement clair pour les tâches intellectuelles, sociales et sur l'autonomie. Voilà. Dans quelle mesure l'évolution des tâches professionnelles peut être attribuée à des modifications au sein même de la profession? Donc, rappelez-vous, est-ce que dans mon job, je fais des tâches qui ont changé? Ou est-ce qu'en fait, il y a une répartition professionnelle qui est différente?
qu'on trouve ici, c'est que le changement dans les tâches routinières et de technologie est largement dû à des changements dans les tâches au sein même des professions. Donc, on utilise beaucoup plus de technologie et de routines au sein même des professions. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des professions beaucoup plus routinières qui se soient développées. Et le changement d'utilisation des machines, là, est dû à des changements dans la répartition professionnelle. Il y a de moins en moins de personnes qui travaillent dans les emplois où on utilise des machines. Par rapport à nos résultats, et vous voyez, c'est décrit un petit peu plus en détail dans le rapport. Il y a certains résultats qui étaient un petit peu inattendus, notamment par rapport à cette augmentation très forte des ordinateurs, très forte à la fin, et notamment le fait qu'on ne puisse pas trop différencier les tâches sociales et les tâches intellectuelles. Vous verrez dans le rapport, on explique ça soit parce qu'effectivement c'est des tendances réelles, soit parce que les réponses aux questionnaires, la qualité des réponses aux questionnaires, étant donné qu'on avait moins de répondants selon les différents modules, pourrait expliquer ces résultats-là. Effectivement, les données 2021 étaient assez exceptionnelles, donc il faudra refaire ce même travail en 2024 pour s'assurer ou pas du fait qu'il y ait une tendance pour les différents types de tâches en 2021. Le chapitre 5, j'en ai parlé un tout petit peu dans l'introduction, c'est celui qui se concentre sur l'épuisement ou l'enthousiasme au travail. Donc, toutes les variables qui ont été utilisées dans ce chapitre, comme pour les premiers chapitres, ont été normalisées sur une échelle de 0 à 100. Avec ici 0, pas d'épuisement physique par exemple, et 100 complètement épuisé tout le temps. Donc on a utilisé différentes variables pour pouvoir effectivement mettre en avant le fait que les personnes ressentent plutôt de l'enthousiasme dans leur travail ou plutôt de l'épuisement. On a deux questions sur l'épuisement, à savoir l'épuisement physique. Et la question c'est vraiment ça, est-ce qu'à la fin d'une journée de travail, je me sens physiquement épuisée? On obtient un score de 50, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 32% des personnes qui ont répondu « je me sens toujours ou souvent épuisée physiquement après ma journée de travail ». L'épuisement émotionnel, ici, ce n'est pas physique mais émotionnel, on obtient un score de 33,9, donc 34, ce qui veut dire qu'à peu près dans notre échantillon, il y a 15% des personnes qui ont répondu se sentir souvent ou toujours émotionnellement épuisées. Concernant le fait d'être enthousiaste, on a 3 questions. Le fait de se sentir plein d'énergie, le fait d'être enthousiaste, et le fait de considérer que le temps passe vite parce qu'on fait des choses intéressantes et qu'on se sent bien au travail. On se rend compte ici que le score pour tout ce qui est enthousiasme est assez élevé, hein, autour de 70-80, avec entre 77 et 83% des personnes qui ont répondu se sentir toujours ou souvent pleines d'énergie, enthousiasme et considérer que le temps passe vite. En conclusion, on peut dire qu'en 2021, on trouve plus d'enthousiasme que d'épuisement en Belgique. On a essayé, on n'a pas essayé, on a fait une analyse de clusters de différents groupes de salariés pour voir la part, au final, de personnes qui étaient enthousiastes et de personnes qui étaient épuisées. Et on se rend compte qu'il y a quand même une large majorité de personnes qui se disent enthousiastes au travail, donc à peu près 84%. 11%, 10,7% qui se disent être à la fois enthousiastes et épuisés, et seulement 4% qui se disent vraiment épuisés, physiquement et émotionnellement. À partir de cette analyse, on a essayé de voir s'il y avait des profils plutôt à risque, des groupes de salariés et de travailleurs particulièrement à risque. Ce qu'on observe, c'est que pour l'épuisement physique, c'est souvent des personnes qui ont un faible niveau d'éducation, qui travaillent plutôt dans un secteur où il faut du travail manuel et dans des secteurs type industrie, agriculture. Pour l'épuisement émotionnel, au contraire, c'est plutôt des personnes qui se retrouvent dans l'enseignement supérieur, qui ont un âge à peu près moyen, entre 35 et 44 ans, qui travaillent souvent dans le secteur public plus que dans le secteur privé. Et donc, c'est un profil partiellement complémentaire à celui qu'on a trouvé avant.
Concernant l'enthousiasme, donc c'est 3 variables, hein, le fait de se sentir enthousiaste, de se sentir frais au travail, etc. C'est plutôt des groupes professionnels supérieurs. On retrouve ça beaucoup chez les travailleurs et les travailleuses indépendants, indépendantes. Et l'enthousiasme, on a remarqué qu'il augmente avec l'âge, c'est-à-dire on a fait différentes catégories d'âge et plus on est âgé, plus on est enthousiaste par rapport à son travail. Donc, on a cherché ensuite les antécédents, c'est-à-dire une distinction entre les demandes versus les ressources que demande le travail. Et on retrouve ici des corrélations un petit peu plus fortes. Donc, par rapport à l'épuisement physique, il y a des corrélations assez fortes avec les conditions de travail. Donc, par exemple, on a plus de personnes qui nous disent être épuisées physiquement si elles ont des postes qui sont fatigants, elles ont à porter des charges lourdes, elles ont une pression au travail et un rythme au travail qui est beaucoup plus élevé. Et on observe aussi un épuisement physique plus important pour les personnes qui se disent discriminées ou harcelées au travail. L'épuisement physique est aussi plus important là où il y a peu d'autonomie et peu de soutien, et là où l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle est difficile. Pour l'épuisement émotionnel, il y a plus d'épuisement émotionnel quand il y a tension émotionnelle au travail, plus de pression, également aussi plus de discrimination et de harcèlement. Là où l'insécurité au travail est plus important, on a un chapitre qui va se concentrer là-dessus, mais c'est important de le dire déjà maintenant. L'épuisement émotionnel est plus fort là où on a peu d'autonomie dans son travail, peu de soutien, et là encore où l'équilibre est difficile entre la vie privée et la vie professionnelle. Concernant l'enthousiasme, on a des corrélations qui sont plutôt limitées, mais qui existent quand même, notamment avec le fait d'être autonome, de pouvoir utiliser ses compétences au travail, de se sentir soutenu par ses collègues et par ses supérieurs. Ce qu'on remarque à noter cependant, c'est que le lieu de travail a peu d'influence sur l'enthousiasme sur l'enthousiasme au travail, et la représentation des salariés aussi a peu d'influence, en tout cas une corrélation assez faible avec les résultats qu'on trouve en termes d'enthousiasme au travail. Les conséquences, donc on a trouvé ici des choses plutôt attendues, mais au moins qu'on peut prouver par les données. C'est-à-dire que des travailleurs ou des travailleuses qui se sentent épuisés vont avoir plutôt des conséquences négatives dans leur travail, dans leur vie, alors que les personnes qui sont enthousiastes vont avoir plutôt des conséquences positives. Donc, par exemple, le bien-être psychologique est moins important quand on a du mal-être physique ou du stress émotionnel, et est beaucoup plus important quand l'enthousiasme est plus important. Donc voilà pour ce chapitre. Le prochain est un chapitre dédié entièrement aux troubles musculo-squelettiques et aux facteurs de risque psychosociaux. Je sais qu'Alain est particulièrement attentif à ce chapitre-là. Donc toujours sur les données de 2021. Pour vous donner une idée un petit peu du cadre, qui est largement développé dans le rapport et dans la synthèse, on étudie ici, et je vais les définir après, les facteurs de risque biomécaniques qui peuvent avoir un impact directement sur les troubles musculo-squelettiques, les facteurs de risque psychosociaux qui, eux, vont avoir un impact sur le bien-être psychologique, et comment les deux, ensuite, après, les troubles musculo-squelettiques et le bien-être psychologique vont pouvoir interagir. Donc les risques biomécaniques, donc on a notamment la charge d'exposition et la contrainte biomécanique, donc l'exposition à des bruits forts, à des produits chimiques, à des substances contaminées sur le lieu de travail. On se rend compte qu'en règle générale, au niveau de la Belgique, la charge d'exposition est plutôt relativement OK, dans le sens où il y a 33% des personnes qui disent être rarement exposées, 35% qui disent être jamais exposées à des produits forts, à des produits chimiques, etc. Néanmoins, on a quand même à peu près un peu plus de 10% qui disent être souvent ou toujours exposés à ces risques biomécaniques. Pour la contrainte biomécanique, donc c'est le fait d'avoir des postures fatigantes, de soulever des personnes, des charges, d'avoir des mouvements répétitifs dans son travail.
Ça varie forcément en fonction du secteur où on est, en fonction de la formation et en fonction de la possibilité de télétravail. Mais ce qu'on observe en règle générale, sur le score total de la contrainte biomécanique, c'est qu'on a plus de la moitié de l'échantillon, donc on a 53% des personnes qui disent être rarement ou jamais subir des contraintes biomécaniques. On a quand même 30% des personnes qui indiquent parfois et à peu près 15-16% qui disent souvent ou être toujours exposés à des postures fatigantes, soulever des personnes, des charges. Les risques psychosociaux ici. Donc, c'est la probabilité que le travailleur ou que la travailleuse subisse un préjudice psychologique qui peut s'accompagner d'un préjudice physique. Ce qu'on observe en règle générale, c'est qu'il y a moins de facteurs de risque chez ceux qui ont pu télétravailler régulièrement. Et c'est important de noter ça, puisque, notamment pendant la période de Covid-19, on a beaucoup entendu parler du télétravail. Et effectivement, c'était une révolution imposée à marche forcée pour de nombreux travailleurs et travailleuses. Il ne faut seulement pas oublier que dans un certain nombre de secteurs, ce n'était pas possible. Et c'est toujours pas possible. Notamment dans le domaine du care, dans le domaine du ménage, par exemple, etc. Il y a des différences selon le secteur et il y a un plus grand nombre de facteurs de risque qui est associé au fait d'avoir un moins bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Pour les troubles musculo-squelettiques, on en trouve chez 80% des personnes qui sont interrogées, il y a au moins une des plaintes suivantes qui a été constatée. Donc, désolé, c'est encore en flamand, mais c'est par rapport à avoir des mal de dos, des mal de tête, avoir mal dans les membres supérieurs ou les membres inférieurs. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a plus de plaintes physiques chez les femmes que chez les hommes et qu'il y a une augmentation des plaintes en cas de télétravail ici, notamment pour les mal de tête et les mal de dos. Les plaintes sont associées à un moins bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Dernièrement, le bien-être psychologique chez les travailleurs et chez les travailleuses. Donc, c'est un état de bien-être pour l'individu qui peut faire face au stress, qui peut travailler de manière productive, qui est capable de contribuer à sa communauté. On a dans l'enquête, mais ça sur plusieurs années, pas seulement depuis 2021, 5 questions qu'on a déjà utilisées, rappelez-vous, dans un chapitre avant, sur le fait de se sentir calme et relaxé, de se sentir actif, de se sentir frais. Ma vie est remplie de choses qui m'intéressent, etc. Si on regarde pour 2021 ce qu'ont répondu les Belges, on se rend compte que ceux qui ont un score faible, donc qui disent pas du tout, je ne me sens jamais frais, je ne me sens jamais reposé, ou qui répondent parfois moins de la moitié du temps. Ces personnes-là, ça représente seulement 7% des répondants. Donc, c'est quand même important. Il faut s'intéresser à ces groupes à risque. Mais ça veut quand même dire que la plus grande majorité des Belges ont un bien-être psychologique, où se sentent bien, calmes, actifs, en règle générale, en moyenne, dans la population. C'est plutôt un bon score. Quelques recommandations, notamment ou interventions possibles suite à cette étude. L'idée, c'est de bien avoir en tête qu'il faut avoir une approche holistique qui prend en place toutes les différentes façons de voir ce que c'est que le bien-être au travail et ce qui peut avoir un impact sur les troubles musculo-squelettiques, par exemple. La façon dont on va gérer les équipes, le style de gestion, s'il est ouvert, solidaire, avec une grande attention à comment on peut planifier son travail et avoir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, ça va avoir des résultats importants en termes de bien-être et en termes de risques psychosociaux. Donc, un environnement de travail social favorable qui offre des possibilités de contact et de connexion avec les travailleurs. Une chose importante à prendre en compte, on l'a vu un tout petit peu dans les résultats, mais c'est beaucoup plus détaillé dans le rapport. Il y a des différences entre les individus, notamment en fonction de l'âge et du sexe, avec les femmes qui rapportent souvent plus de mal, mais qui sont aussi plus enclins à le déclarer. Voilà. Le chapitre 7. Donc, le chapitre 7 porte ici uniquement sur les travailleurs âgés et sur le travail soutenable.
Ça a été fait par mes collègues de l'ULB. L'objectif de ce chapitre, c'est de voir comment le durcissement à l'accès aux formes de prévention, notamment pour pouvoir maintenir des travailleurs et des travailleuses âgées en emploi, peut se faire, notamment dans quelles conditions on peut faire ça, puisque si on demande aux travailleurs et aux travailleuses de travailler plus longtemps, il faut voir dans quelles conditions ils ou elles peuvent le faire, et si c'est soutenable comme idée. L'objectif initial, c'était de pouvoir mesurer la soutenabilité. Donc, pensez-vous pouvoir travailler de cette manière jusqu'à vos 60 ans et plus, etc. Le problème, c'est que cette question a été supprimée en 2021. Rappelez-vous, je vous avais expliqué qu'il y a certaines questions qui ont juste été supprimées. Donc, celle-ci en faisait partie. Donc, ça a complètement chamboulé l'idée initiale qu'on voulait faire sur le chapitre. Donc, au lieu de mesurer la soutenabilité, on s'est plutôt concentré sur les grandes différences qui existent dans le travail pour les personnes âgées. Entendez-moi bien, pour les travailleurs âgés sont considérés comme ceux ayant plus de 50 ou plus de 55. Pas tellement fixe. Et on a comparé dans ce chapitre différents groupes d'âge et différences entre les femmes et les hommes. Voici les principaux résultats. Donc, par rapport à ces personnes, à ces travailleurs âgés, on observe ici des emplois qui sont relativement plus stables que pour les personnes plus jeunes. Il y a des différences importantes entre les femmes et les hommes. Il y a plus de différences entre les hommes et les femmes de 50 ans et plus qu'entre les différentes catégories d'âge. C'est pour ça qu'on s'est vraiment focalisé sur les différences entre les femmes et les hommes, puisque au sein même d'un même secteur, privé ou public, ou la taille de l'établissement, il y avait plus de différences entre les hommes et les femmes dans leur même secteur qu'entre les secteurs eux-mêmes. On remarque également, selon les branches d'activité, que les 50 ans et plus sont surreprésentés dans les activités industrielles, dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action. Donc, on voit bien ici que selon ce qu'on va étudier, l'industrie ou l'administration publique, ou l'enseignement, par exemple, on va avoir des secteurs qui sont plus ou moins féminins et masculins. C'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré sur ces différences-là. On regarde par rapport aux conditions socio-économiques et la conciliation vie privée et vie professionnelle. Quand on regarde la part des ménages qui sont à une seule personne, quand on regarde les 55 ans et plus, on remarque qu'il y a beaucoup plus de femmes ici que d'hommes. Donc il y a une contrainte économique potentiellement plus forte pour les femmes de 50 ans et plus que pour les hommes qui se retrouvent toutes seules dans leur ménage. On a une diminution du sentiment d'insécurité dans l'emploi qui est plus important pour les hommes que pour les femmes. Et on a une meilleure conciliation vie professionnelle pour les travailleurs que pour les travailleuses. C'est vrai pour toutes les catégories d'âge, mais c'est particulièrement vrai pour les 50 ans et plus. Est-ce que c'est parce que les hommes de 50 ans et plus ont des emplois plus conciliants? Est-ce qu'ils ont moins d'engagements familiaux? Ou est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un biais de sélection? Donc c'est plutôt un point méthodologique ici, et c'est assez détaillé dans le chapitre. Je vais essayer de vous expliquer ça de façon plus simple. Par exemple, c'est assez clair, je crois, sur une des sur la diapo d'après. Les échantillons, les travailleurs et les travailleuses de 50 ans et plus, c'est déjà un sous-échantillon de l'échantillon total. Donc on n'a pas ici les 4 000 répondants ou répondantes, mais un échantillon beaucoup plus petit. Et quand on s'intéresse uniquement à ces travailleurs et ces travailleuses, déjà on va regarder entre les hommes et les femmes, ça va faire des sous-groupes dans le sous-groupe. Et au-delà de ça, pour les personnes qui ont 50 ans et plus ou 55 ans et plus, il y a un biais de sélection dans le sens où, dans notre base de données, on n'observe que des personnes qui sont au travail. Et donc, on peut déjà se dire qu'il est fortement possible que pour les personnes qui ont 50 ans ou 55 ans et plus, les personnes qui ont déjà des moins bonnes caractéristiques de l'emploi, qui ont déjà des moins bonnes qualités de travail dans leur passé, elles sont déjà plus dans l'échantillon. Donc, peut-être qu'on trouve des personnes qui sont relativement heureuses dans leur travail à 55 ans et plus, parce que toutes les personnes qui étaient malheureuses sont déjà sorties du marché du travail, et donc on ne les a pas dans le questionnaire. Donc, c'est ça qu'on appelle le biais de sélection, parce qu'on a sélectionné les bonnes personnes pour répondre à ces questions, peut-être pas, parce qu'il se peut que les personnes qui avaient les plus mauvaises caractéristiques, ou la question qui nous intéresse en particulier, les personnes soient déjà parties. Donc, par rapport à la qualité du travail, en gardant en tête la possibilité qu'il y ait un biais de sélection, on trouve du coup une meilleure qualité du travail pour les personnes de 50 ans et plus,
C'est-à-dire que la pression est moins importante, il y a moins de travail de nuit, les contrats sont plus stables et ils rapportent beaucoup moins de cas de harcèlement ou de comportement agressif de la part des collègues, comme on avait pu le voir dans les questions précédentes au tout début des chapitres. Donc si la qualité du travail est meilleure selon certaines caractéristiques, elle est aussi moins bonne si on regarde d'autres caractéristiques. Donc, par exemple, les personnes de 50 ans et plus ont moins souvent accès à l'apprentissage et à des formations que les travailleurs plus jeunes. Ils sont exposés à des risques plus importants par rapport aux postures de travail. Les perspectives d'évolution de carrière sont moins bonnes que les personnes qui commencent à 20 ou 30 ans. La consultation pour fixer les objectifs est aussi moins importante que pour les plus jeunes et ils ressentent un soutien des collègues et des hiérarchies qui est moins important. On répète ici aussi que par rapport à ces différentes caractéristiques, en règle générale, la qualité du travail elle est moins bonne pour les femmes de 50 ans et plus que pour les hommes. Et par rapport à la santé de ces travailleurs et de ces travailleuses-là, on trouve ici des travailleurs âgés en meilleure santé que pour les autres catégories d'âge. Rappelez-vous, biais de sélection. Il se peut fortement que les personnes, travailleurs âgés, qui étaient en mauvaise santé, sont de toute façon plus en travail. Néanmoins, on observe aussi que pour les travailleurs âgés, un niveau de bien-être psychologique qui est plus élevé que pour les classes d'âge inférieures, et ils sont en règle générale plus satisfaits de leur travail. Quelques conclusions avant de passer au chapitre d'avant. Donc, le contexte ici, c'est le fait de maintenir et de remettre à l'emploi des personnes ou des travailleurs âgés, 50 ans, 55 ans et plus. À quelles conditions? Il y a un constat mitigé sur la qualité du travail. Comme on l'a vu juste avant, pour certaines caractéristiques, effectivement, la qualité du travail est meilleure pour ces personnes-là, et pour d'autres, elle est moins bonne. Cette étude, elle demanderait à être encore affinée, peut-être avec une étude spécialement pour des personnes de 50 ans ou plus, avec un échantillon qui serait plus grand, et qui pourrait contenir peut-être des personnes qui travaillent ou qui viennent d'arrêter de travailler, par exemple, ce serait l'idéal, pour pouvoir vraiment faire attention à ce biais de sélection, notamment pour la santé, le bien-être psychologique et la satisfaction. On observe, en récapitulant, on observe néanmoins des différences selon les secteurs et les professions, pour la qualité du travail et notamment dans les charges familiales, puisque effectivement là aussi, pour les femmes, les charges familiales, même à 50 ans et 55 ans et plus, restent plus élevées pour les femmes, que ce soit pour garder les enfants ou les petits-enfants, mais aussi pour s'occuper des parents ou des beaux-parents. Donc, le chapitre 8 porte sur l'insécurité de l'emploi au travail. Donc, on l'a déjà abordé dans les chapitres précédents, mais là, ce chapitre se concentre uniquement là-dessus et se concentre sur une question, à savoir, quelle est la probabilité pour vous vous pensez, selon vous, quelle est la probabilité que vous alliez perdre votre emploi dans les 6 prochains mois? C'est du déclaratif. C'est pas sûr, c'est pas ils savent qu'ils vont perdre leur emploi, c'est plutôt est-ce qu'ils ont le sentiment que. Initialement, on voulait également étudier la restructuration dans ce chapitre ici par rapport à leur travail, mais les 2 questions ont été supprimées de l'édition 2021 du questionnaire. Donc, on se concentre ici uniquement sur l'insécurité de l'emploi. On a 4 questions de recherche. Combien de personnes sont concernées? Qui en fait le plus souvent l'expérience, quels sont les groupes à risque, quelles sont les conséquences pour la santé et le bien-être, et essayer dans la mesure du possible de voir une évolution par rapport à 2015. Donc le fait de perdre son emploi dans les 6 prochains mois, en 2021, ça représente à peu près à 10,6%, avec 4,7 qui sont très incertains et 5,9 qui sont plutôt incertains par rapport à l'emploi. En 2015, c'était plus important, c'était 15%, donc c'est quand même 5 points de pourcentage de plus, c'est remarquablement plus élevé que la dernière fois, avec par exemple 9% qui étaient plutôt incertains et 6% qui étaient plutôt très incertains par rapport à leur emploi. Donc, on a une insécurité au travail qui baisse entre 2021 et 2015. Quels sont les groupes à risque? Donc, les personnes qui effectivement déclarent avoir une forte probabilité de perdre leur emploi dans les 6 prochains mois. C'est souvent les personnes qui ont des contrats temporaires, qui sont moins qualifiées, qui sont plutôt jeunes dans la tranche d'âge 15-24 ans, travaillent dans le secteur privé ou dans des petites entreprises.
C'est des personnes, en règle générale, qui ont une position plutôt faible sur le marché du travail, voilà, et à comparer notamment à des personnes qui travaillent de façon temporaire, enfin qui travaillent de façon temporaire, qui sont avec un faible niveau d'éducation, qui travaillent pas dans le secteur public. Voilà un petit peu le profil type de la personne qui serait à risque. Donc, pour ces personnes-là qui disent être en insécurité par rapport à leur travail, quelles pourraient être les conséquences? Donc, on a contrôlé par rapport au sexe, au genre de la personne, à l'âge et au niveau d'éducation. Et on trouve un effet négatif sur le fait qu'elles se sentent plus épuisées, moins enthousiastes par rapport à leur travail. Il y a un risque professionnel plus important pour la santé, le bien-être psychologique est moins important. Elles reportent aussi plus souvent des douleurs physiques, de la discrimination et du harcèlement, et elles sont inquiètes par rapport au travail en dehors de leurs heures de travail. L'évolution depuis 2015, on l'a vu rapidement dans les premières slides de ce chapitre, il y a moins d'insécurité puisqu'on passe de 15 à 10%. Est-ce que c'est dû au Covid-19, étant donné qu'il y avait beaucoup de politiques qui ont été mises en place pour pouvoir assurer au travail d'avoir un emploi le temps que la pandémie passe? Ou est-ce que la baisse avait déjà eu lieu avant la crise en raison du baisse du chômage? Donc ça, ce sera des choses à observer en regardant notamment avec la vague prochaine. Si cette baisse continue, si elle est vraie, ou si c'était peut-être plutôt dû aux conditions vraiment particulières de la pandémie de Covid-19. Par rapport en 2015, on a des facteurs, des groupes à risque pratiquement similaires. C'est exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure, donc des personnes avec un niveau d'éducation plus faible, qui travaillent à temps partiel, etc. Et quand on regarde les corrélations, donc avec notamment le bien-être psychologique, le fait d'avoir des douleurs physiques, le fait qu'il y ait du harcèlement au travail, on observe que ces corrélations, ce lien est plus fort, plus marqué en 2021 qu'en 2015. On va terminer avec le dernier chapitre de ce grand rapport sur le travail précaire et les travailleurs les plus vulnérables en Belgique en 2021. Donc l'idée de ce chapitre, c'était de voir à quoi ressemble le travail précaire en fait en Belgique et de pouvoir interpréter ça d'une manière multidimensionnelle, d'avoir une vision vraiment multidimensionnelle de l'emploi précaire. Donc, la qualité de l'emploi, ça va d'une relation de travail plutôt standard à une relation de travail plutôt précaire en fonction de différentes variables. Donc, est-ce qu'on est stable dans son travail? Est-ce que c'est viable économiquement? Est-ce qu'on a des droits, une protection sociale via son travail? Est-ce qu'on peut s'autodéterminer? Je vais préciser après tout ça dans la slide d'après. Est-ce qu'on a la possibilité de développer des compétences? Et est-ce quel type d'heures de travail? Donc, voici les différents indicateurs qui ont été retenus pour pouvoir faire l'état de l'emploi précaire en Belgique. Par rapport au questionnaire, on avait toutes les informations disponibles à peu près, à part ce qui concerne le droit et la protection sociale. Donc, par rapport à la stabilité de l'emploi, on a regardé quel type de travail, quel type de contrat de travail, les salariés avaient. Est-ce qu'elles pouvaient prévoir ou pas leurs revenus? Est-ce qu'elles avaient des possibilités de formation en interne? Par rapport à leurs horaires et aux conditions de travail, est-ce qu'elles avaient des heures de travail plutôt longues? Est-ce qu'elles étaient flexibles ou pas? Est-ce qu'elles travaillaient de nuit? Si elles travaillaient à temps partiel, est-ce que c'était volontaire ou pas? Et par rapport à l'autodétermination, on a ce qu'on appelle l'autodétermination formelle, donc de pouvoir être représenté, de pouvoir donner son avis à son travail, ou informelle, c'est-à-dire on suit des engagements par rapport aux objectifs de travail, on participe à l'amélioration de l'organisation, etc. Donc, à partir de toutes ces variables-là, on a pu faire l'état de l'emploi précaire en Belgique. Il y a vraiment dans le rapport beaucoup de détails en fonction des différents secteurs, des différentes professions, etc. etc. Je ne peux pas tout vous présenter, donc ce que je peux vous montrer par rapport notamment au secteur. Donc si on regarde le score moyen, de 0 étant pas de précarité à 100 beaucoup de précarité, on observe qu'il y a des différences entre les différents secteurs, avec plus de précarité notamment dans le secteur des services et du transport, alors qu'il est beaucoup plus faible, notamment dans les services financiers et dans le secteur de l'administration publique.
Le phénomène de l'emploi précaire, il est relativement limité en Belgique. On le développe un petit peu dans le rapport. Il y a néanmoins des répartitions socio-économiques inégales du marché du travail précaire dans la société. On a des relations avec les caractéristiques défavorables qui vont avoir des résultats différents en matière de santé et de bien-être, comme on l'avait vu un petit peu déjà dans un chapitre précédent, mais là en particulier pour les personnes qui se trouvent dans un travail précaire. On met dans ce chapitre l'accent sur les travailleurs, mais il ne faut pas oublier que la vulnérabilité des personnes, ce n'est pas seulement par rapport au travail. Et par rapport à l'impact de la pandémie, on l'a vu, le travail précaire, c'est différent selon, voilà, je vous ai montré les secteurs, mais c'est également différent selon le genre, selon les catégories d'âge en particulier. Et l'impact, la pandémie de Covid-19 a également eu des résultats différents selon ces différents groupes de travailleurs. Donc, on ne peut pas dire que toutes les personnes qui étaient en situation de travail précaire ont eu la même incidence de la pandémie sur leur travail ou sur leur vie. Voilà, j'ai essayé de résumer ce rapport sur la qualité de l'emploi et du travail en Belgique en un peu moins d'une heure. Je vous ai mis sur les derniers slides mon mail. Si vous avez des questions après la séance de questions-réponses qu'on va avoir là tout de suite, je suis disposée à répondre à toutes vos questions dans la mesure du possible. Voilà. Merci Lorraine. On va te mettre en direct, hein. Merci Lorraine. Tu ne me vois pas, mais on te laisse à l'image. Donc, tu peux souffler 2 minutes. Nous, on est en train de regarder les questions. Il n'y a pas beaucoup de questions, mais il y a une question auquel j'ai répondu en direct, donc dans le chat. Et en fait, je voulais juste rappeler cette question. Ça veut dire que c'est vrai qu'on donne une image sur les conditions de travail aujourd'hui. Naturellement, on ne parle pas de prévention, on ne parle pas de tout ce qu'on met en place au SPF Emploi pour la prévention des risques professionnels. Tous les plans d'action, le plan bien-être mental, par exemple, la stratégie nationale, et également tous les outils qui sont là. Donc, je vais juste partager une dia où on peut trouver tout ceci. Et donc, je viens ici. Voilà. Ici, vous avez, pour ceux qui le souhaitent, un QR code. Et en fait, vous avez, avec ce QR code, accès à notre newsletter. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Donc, tous les 2-3 mois, on a un newsletter qui vous donne tous les nouveaux outils qu'on publie. Vous avez le site bespeak.be qui est un site de connaissances avec beaucoup d'outils de prévention pour l'analyse des risques, pour apprendre à mieux connaître le code du bien-être, pour prévenir les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux. Il y a des vidéos, il y a des e-learning, il y a des publications. Soyez curieux, allez voir. Il y a plein d'outils par rapport à ça. Maintenant, je parle de ce que fait la DGUT. On fait également la réglementation sur le code du bien-être. On a également la concertation sociale qui permet également de faire des projets de prévention avec les partenaires sociaux. Donc, on a beaucoup d'actions qui sont faites. C'était pas l'objectif ici de tout présenter parce qu'il aurait fallu plusieurs heures pour présenter tout ça. C'est pour ça que je me suis permis de répondre dans le chat par rapport à ça. Voilà. Alors maintenant, les participants, c'est à vous de poser les questions. Pendant l'exposé, on n'a pas eu beaucoup de questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans le chat hein, par rapport à ça. Simplement aussi, en attendant que les questions viennent, parce que tu as été très clair, Lorraine, hein, tu as été très synthétique, très clair, je pense. Tu as tenu ton timing qui est très bien. Je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure à l'introduction, mais on va de nouveau collaborer avec Eurofond en 2024 pour augmenter l'échantillon des données belges. Et donc, on refera une analyse des données. J'espère, comme c'est un marché public, ce sera avec la même équipe universitaire, voilà. Mais ce sera en 2024. Et donc, il y aura une enquête. Et là, ce sera en face-to-face, ce sera plus par téléphone. Sauf, et je ne parle pas de malheur, retour du Covid, mais normalement, ce sera en face-to-face. Donc, on y est proche 2024. Et donc, en fin 2024, on aura les données. En 2025, on va publier un nouveau rapport. Et en 2026, on va intégrer ces données-là dans le projet data mining que j'ai expliqué en début de webinaire. Alors, je vais poser la première question. J'ai le prénom de la personne, je ne sais pas si je peux le citer, mais les conditions de travail ont tendance à s'améliorer et pourtant l'absentéisme au travail est très élevé. Qu'en pensez-vous d'après vos résultats? Au micro, Lorraine, voilà. Je te laisse Oui. répondre.
Oui, alors c'est vrai qu'à partir des résultats qu'on a trouvés, on trouve qu'en règle générale, effectivement, les conditions de travail se sont améliorées. Et c'est vrai qu'en Belgique, l'absentéisme au travail est aussi vrai. Alors, il faudrait faire certainement une analyse un petit peu plus fine, à savoir quel type de personnes effectivement se mettent en arrêt. Et pour quelles raisons, dans quel secteur. Donc ça, c'était une analyse un petit peu globale, hein, un peu générale. Je pense que si on affine notamment par secteur ou par profession, on peut avoir une idée un petit peu plus certaine, enfin, ou plus précise de pourquoi les personnes arrêtent de travailler. Est-ce que c'est les mêmes types de personnes? Est-ce que c'est les mêmes groupes de personnes qui sont à risque ou pas? Dans notre étude, on n'a pas pu mettre ça en avant particulièrement, mais oui, je suis d'accord avec ce constat. On a trouvé en règle générale que les conditions de travail s'améliorent. C'est pas pour ça que tout le monde, effectivement, ça va mieux pour tout le monde. Il y a effectivement un taux de personnes qui sont en arrêt de travail important en Belgique. Ouais, c'est pas à négliger. Et si je peux compléter, les 2 tiers des absentéismes en Belgique, c'est les TMS, les troubles musculo-squelettiques, donc les maux de dos, tendinites, ainsi de suite, et les risques psychosociaux. Et donc, on se rend compte que même des gens qui ont de très bonnes qualités de conditions de travail, ce qui était montré il y a 5 ans, ils ont quand même du stress, du burn-out, des choses ainsi. Donc, il y a une intensification du travail qu'on constate dans nos sociétés qui fait que les TMS et les RPS explosent en Belgique et qui sont responsables de l'absentéisme. Donc, peut-être que les indicateurs emploi ne sont peut-être pas suffisamment précis pour pouvoir mettre ça en évidence. Autre question, quels sont les secteurs ou métiers qui semblent moins bien lotis? Au niveau des secteurs, ce qu'on retrouvait assez souvent, c'était au niveau de l'industrie et dans le secteur de l'agriculture aussi. Au niveau des risques, de l'exposition aux risques, il y a différentes questions. À chaque fois, dans le domaine de l'agriculture, on avait un groupe à part, c'est-à-dire qui était beaucoup plus élevé. Et dans l'industrie, pour certains types d'industries, notamment l'extraction, par exemple, il y avait également des quantités de travail qui étaient moins importantes. On a regroupé les différentes activités, les différents secteurs dans des grandes catégories aussi, hein. Donc, l'idéal, ce serait, encore une fois, d'aller au plus fin possible dans les différents secteurs, voir les différentes professions, etc. Mais ça nous fait à chaque fois des échantillons de plus en plus petits. Donc, on n'a pas pu aller vraiment dans un degré très, très, très précis. On a regroupé quand même les secteurs pour savoir si c'est dans le domaine de la santé, de l'agriculture, etc. Mais je ne peux pas vous donner de choses beaucoup plus précises à cause du ça et du nombre d'observations qu'on a. Néanmoins, oui, à retenir au niveau de l'industrie et de l'agriculture en particulier, c'est là où il y avait le plus de risques. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Au niveau des secteurs, l'échantillon est important chez Eurofond, mais il est quand même assez limité. Comme tu l'as dit, tu as montré les chiffres. Nous, on essaye dans le projet data mining de prendre des données de FEDRIS, par exemple, ou de l'INAMI, ou des services de prévention, et d'aller plus loin dans le secteur, donc d'avoir plus de détails dans les secteurs. Par exemple, ici chez Eurofond, je crois que l'enseignement est regroupé avec les infirmières, les soins de santé, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, c'est quand même 2 métiers un peu différents, et ils sont dans la même catégorie. Vu la taille, comme tu l'as dit. Donc, nous, on essaye, dans le projet data mining, d'avoir un échantillon plus important, de manière à aller plus en détail, et prendre un code NACE à 2 chiffres, par exemple, et avoir une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de secteurs d'activité. En tout cas, merci Alain et Isaline, hein, pour l'organisation de ce webinaire et j'espère que ça a été assez clair et que, effectivement, présenté en 1 heure, en plus de notre présentation de 4 heures, ça a pu donner à d'autres personnes envie de lire et d'approfondir le rapport. C'est parfait. Et puis, quand tu reverras ton webinaire dans 20 ans, tu verras que c'est sympa aussi de se revoir 20 ans après. Voilà, donc je vais dire au revoir à tout le monde. Merci d'être venu à ce webinaire. On va vous laisser, donc on va couper la diffusion maintenant. Et à une prochaine pour un autre webinaire du SPF Emploi. Bonne journée.